Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Le 21 juin 1970 se déroule la finale de la Coupe du monde de football au Stade Aztec à Mexico City, entre le Brésil et l'Italie. Match mythique, Coupe du monde mythique. Pelé ouvre le score à la 18e minute, l'Italie égalise avant la mi-temps, la deuxième mi-temps est une samba brésilienne. Pelé bat le tambour, 2 passes décisives, le match se termine par un 4-1 pour le Brésil qui repart avec la coupe Jules Rimet. Un an après, le 10 juin 1971, toujours à Mexico City, jour de la fête du Corpus Christi, un groupe entraîné par la Direction fédérale de la sécurité mexicaine et la CIA, un groupe nommé les Faucons, assassine 120 étudiants lors d'une manifestation. Pendant ce temps, la vie suit son cours pour la classe moyenne, non loin de là, dans un quartier de Mexico City, le quartier de Roma. Ce soir, les acolytes anonymes, Alimata, Christophe, Léo, Vanessa, Olivier et Zaza en diront plus sur ce film à travers quelques extraits, un quiz, des analyses, un billet d'humeur et bien sûr le off. En attendant, je passe la main à Vanessa. Firmin, un trouble fait. Trouble fait, personne qui trouble une situation agréable. L'ensemble des personnages dans ce film est là où on les attend. La gentille bonne, discrète et efficace, la patronne, débordée, mère de famille un peu seule, les enfants agités, le mari absent. Firmin, que l'on rencontre grâce à Cléo, est un jeune sans repère avec une enfance difficile. Il grandit sans ses parents, dans les bidonvilles, et s'il est sorti de la délinquance, c'est grâce aux arts martiaux. Il se met à nu. Il est nu pour faire sa démonstration d'arts martiaux. Il est par ce choix de mise en scène décrédibilisé, tourné en ridicule. Cléo sourit, elle est gênée, et lui garde tout son sérieux. On retrouve Firmin plus tard, grand gentleman. Il se sauve quand Cléo lui apprend qu'elle est enceinte de lui au cinéma. On le retrouve encore un peu plus tard, lors de son entraînement dans son quartier. Entraînement avec une discipline militaire, puis arrive le coach, affublé d'une cape à la Superman qui fait une ridicule. À nouveau, il est décrédibilisé par ce choix de mise en scène. Son image est encore atteinte quand il menace de frapper Cléo. À la fin du film, Firmin est armé et fait partie de la milice paramilitaire des Faucons qui est entraînée et utilisée par le régime politique pour tuer les manifestants qui luttent pour un progrès social et la fin des privilèges des élites. Plus de 120 étudiants mourront ce jour-là. On voit donc un jeune homme désœuvré, utilisé pour semer la terreur envers ses pairs. Tout le quartier semble enrôlé. Il est dominé par une grande colline où, à la manière d'Hollywood, on peut lire les lettres LEA à la gloire du président, ainsi que différentes affiches collées çà et là. En échange, il bénéficiera d'une certaine ascension sociale. Et il se permet donc d'insulter Cléo de Boniche alors qu'il est issu de ce même milieu, ce qui le rend encore plus minable. En m'intéressant à ce personnage, c'est un pan de l'histoire mexicaine qui est mis à jour, où tout semble donc bien aller dans ce pays, tout le monde est à sa place, mais la révolte gronde et menace de tout faire changer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Vanessa. J'ai réussi. Excellentissime. Bon, on passe à le saviez-vous? Et aujourd'hui, c'est Olivier qui se charge de cette séquence. Alfonso Cuarón a écrit le scénario de Roma en 3 semaines. Et comme vous l'avez vu, ça relate un peu ses souvenirs d'enfance. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, ça se voit. Mais qu'a-t-il fait pour préserver la pureté de ses souvenirs et aussi pour obtenir des réactions les plus naturelles possibles de ses comédiens?
Il n'aura pas montré le scénario. Il n'aura pas montré le scénario. Oui, Bravo. Ouais. Ouais, j'ai un point. Ouais. Enfin. Il n'a pas montré le scénario, il l'a caché. Et c'est surtout, il a donné le scénario vraiment au dernier moment aux acteurs. Chaque acteur, en fait, recevait également des instructions, des explications ailleurs. Et du coup, c'était le gros bordel sur le tournage quand même. Donc, il y a eu beaucoup de tensions, etc. Donc, alors, quelle est la particularité du décor de la maison dans Roma? C'est la même que sa maison d'enfance. Entre autres, mais au niveau décor. C'est le bordel. La décoration vient de ses proches, de sa famille. Exactement. Ouais, mais toi aussi, tu t'es renseigné. Ah bah oui. En fait, il y a 70% du décor de la maison, ça vient soit de ses proches ou même de chez lui à l'époque. Donc, et par contre, la maison, ils l'ont refaite en face de son ancienne maison. C'est quoi, Roma, en fait? Le quartier. Le quartier. C'est moi qui ai dit un premier. Ouais, quartier de Roma, ouais, tout simplement. Quatrième question. Pour les deux femmes domestiques qui sont collègues dans le film, quel est leur véritable lien dans la vraie vie? Ils sont sœurs. Non. Les deux parlent. La mère et la fille. C'est la mère et la fille. Non. Cousine. Elles sont du même village. Sont du même village. Non. La comédienne principale avait fait le casting et pour garder un peu le côté naturel de l'interprétation de la comédienne, il a embauché, le réalisateur a embauché sa grande copine. Il avait accompagné le jour du casting? Ça, je ne sais pas, on ne me l'a pas précisé dans ma petite fiche. Eh ben, renseigne-toi la prochaine fois, là. Je trouve que c'est approximatif. Ah ouais, mais si vous creusez les questions. Non, mais si, je peux vous lire le truc, mais il fait 12 lignes. Vous voulez que je le lise? Non, ça va aller. Non. Alors là, maintenant, on passe un peu outre le film. Alors, Alfonso est le réalisateur d'un Harry Potter. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. T'as pas laissé la fin de la question, toi. Ouais, pouvez-vous me dire, en plus, c'est même pas ça la réponse. Enfin, c'est une partie de la réponse. Pouvez-vous me dire, en plus du titre, quel est le numéro de la saga? C'est quel numéro? 3. Numéro 3. Bravo. Bah, c'est moi qui l'ai dit en premier. Hein. Ouais. Zaza, 1 point. Bravo. Une dernière ou? Allez, vas-y. Ouais. Alors, à la fin du film, le film est dédié à Libo. Mais qui est Libo? Sa nounou quand il était petit. Bravo, c'est qui? C'est moi. Vanessa. Bravo, Vanessa. Bravo. Standing ovation pour toi, quand même. Bon, on passe à la séquence d'Ali. Alors, Ali va nous parler d'un thème qui est, somme toute, assez politique, on pourrait dire. Je lui laisse la main après ça. Je vous ai proposé cette scène qui est pour moi une des scènes qui représente vraiment la différence de classe entre ces deux protagonistes, donc l'employeur et l'employé. Et en fait, on se rend bien compte qu'il y a une grande différence de classe et on voit bien la domination. On se rend compte là dans cette scène, on le verra dans plusieurs autres scènes du même type. Elle se positionne toujours derrière sa maîtresse. Moi, je préfère l'appeler sa maîtresse parce que vraiment, c'est la représentation que j'en ai. On sent toujours cette domination. Déjà, au niveau de la taille, on voit que la maîtresse est toujours beaucoup plus grande qu'elle. Elle la domine toujours. On verra bien, on le voit dans cette scène-là. C'est elle qui se présente à la place de Cléa, qui explique à l'accueil pourquoi elle est venue. On sent Cléa toujours en retrait, qui n'ose pas parler. On a l'impression, quand elle est au contact de sa patronne, elle a toujours une posture d'enfant, comme si c'était le cinquième enfant de la famille. En fait, le cinquième enfant qui s'occupe de tout, la boniche, il faut le dire. Moi, ça m'a même fait penser à certaines scènes que l'on voit dans des films qui représentent l'esclavage, parce que j'ai vraiment ressenti ça à chaque fois que je vois Cléa, ou avec la mère ou avec la grand-mère aussi. Il y a une autre scène qui ressemble un peu à celle-là, c'est quand elles vont acheter le landau. C'est la grand-mère qui se présente devant le vendeur, qui explique la situation, comme si Cléa ne savait pas parler, même si on se doute qu'elle n'a pas un espagnol parfait, mais elle sait parler espagnol, et on ne l'entend jamais s'exprimer. Quand elle s'exprime face au médecin,
Elle a toujours les yeux baissés. Elle parle d'une toute petite voix, comme une enfant. On voit bien ce rapport de force. Voilà, moi, ça m'a vraiment fait penser à une posture d'esclave. La personne qui s'occupe de tout, qui fait tout, qui a un rapport plus naturel avec les enfants, parce que les enfants n'ont pas tous ce regard-là. Et encore, on voit bien que les petits-enfants la considèrent vraiment comme une personne à part humaine, et que les grands, pour le coup, plus ils grandissent, et moins ils la considèrent comme une personne, mais plus comme la boniche de la famille. Et une scène qui m'a beaucoup marqué également, c'est quand elle ramasse les crottes de chien, parce qu'on le lui a demandé. C'est comme si elle n'avait pas tout son discernement. C'est comme si vraiment on sentait que le réalisateur refusait de la faire grandir, d'en faire une adulte, parce qu'elle ne se rend même pas compte qu'il y a des crottes de chien partout, et qu'il faut qu'elle les nettoie. Donc voilà, même dans son rôle de boniche, elle est même montrée par le réalisateur comme une personne qui n'est pas complètement finie. Donc on parle de salariat, de lutte des classes, mais moi j'ai vraiment ressenti ça comme un relent de l'esclavage. Merci beaucoup, merci, excellent. On va passer à l'analyse de Christophe. Ça m'a intéressé d'étudier l'histoire du cinéma mexicain pour essayer de comprendre un peu voilà, cette partie visible de l'iceberg qui est Roma, qu'on voit aujourd'hui. Donc là, je suis remonté. A priori, le cinéma mexicain a commencé avec la révolution de 1910 qu'il y a eu au Mexique. Donc, il y a Pancho Villa, Zapata, etc., tous ces noms de la révolution qui a installé le communisme depuis 1910, et depuis 1930, il y a un parti politique qui, pendant 70 ans a pris le pouvoir, c'était le PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel. Le cinéma mexicain a été très largement subventionné par les partis politiques. Les mots écrits pour les lettrés, les images graphiques, les utilisations audiovisuelles de la radio, de la télévision et du cinéma pour les moins instruits. Ainsi, nous pourrons concevoir un monde dominé par une tyrannie invisible qui adoptera la forme extérieure d'un gouvernement démocratique. À ce moment-là, dans les années 30, le Mexique, ça devient une base arrière des révolutions socialistes, le petit frère de l'URSS. Il va y avoir une espèce comme ça d'effervescence culturelle, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Des réalisateurs russes comme Eisenstein, qui va tourner là-bas Que Viva Mexico. Il va y avoir Elia Kazan aussi, qui va tourner Viva Zapata avec Anthony Quinn en 1957. D'ailleurs, ce film va être oscarisé. Et Buñuel, qui a été tourné 2 films, Los Olvidados ou Grand Casino. La promotion du cinéma par l'État fait de ce pays, à l'époque d'avant-guerre, le premier producteur de films en langue espagnole, produisant 160 films. Donc, c'était énorme par rapport à tout ce qui se faisait. Puis va arriver l'âge d'or mexicain, du cinéma mexicain, avec des stars comme Jorge Negrete, un grand stentor qui faisait tomber toutes les femmes, qui reprenait des classiques. Du coup, on va avoir des productions de plus en plus cheap et grand public à un moment donné. Donc, on va avoir des films liés au catcheur mexicain, notamment des vieux trucs avec des luchadores et des mélodrames, un peu comme de toute l'Amérique latine, des mélodrames à sortir les mouchoirs, etc. Après, tout comme Hollywood, le Mexique va connaître la fin de son âge d'or à la fin des années 50, qui va coïncider avec la mort du grand acteur de l'époque, Pedro Infante, dans un accident d'avion. Il y a eu un deuil national. Après un long déclin, les mentalités commencent à changer. On a entendu dans le film moins de corruption, plus de liberté, les étudiants qui manifestent. Notamment, voilà, on a vu ça dans Roma. Donc, ces manifestations vont être réprimées par un pouvoir donc autoritaire, par les milices dont on a parlé, les halcones, les faucons, qu'on a dit étant entraînés par la CIA. Donc, c'est des groupuscules paramilitaires, en fait. Donc, voilà, un pouvoir autoritaire qui se met en place, donc qui va ramener vraiment une baisse de la production cinématographique jusque dans les années 90, où là, on commence à avoir un remous, une nouvelle ère cinématographique, et la partie visible, ça sera la fin du règne du PRI en 2000, avec l'avènement de Vicente Fox, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, on va voir pour la première fois en 100 ans, quasiment, un parti conservateur qui va arriver au pouvoir. Et donc là, après des années d'un cinéma lisse, une nouvelle dimension sociale va apparaître. De nouveaux thèmes voient le jour, plus introspectifs, critiques envers l'ancien système, et plus enclins aux droits pour tous, aux minorités. Voilà. Où on conteste le pouvoir militaire. On voit ça. De toute façon, il y a tous les thèmes qui sont développés par Cuarón. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe à la séquence de Zaza. On va parler de l'union dans l'adversité. Alors, dans cette scène, on voit que c'est le chaos, le désastre. Et alors que 2 classes sociales
fêtaient chacun dans leur coin Noël, 5 minutes auparavant. Là, ils sont tous réunis autour de ce feu, autour de cette même épreuve. Même si on remarque quand même que ceux qui sont au plus près du feu, bah, c'est quand même les Mexicains natifs, donc la classe plus pauvre. Donc c'est pour ça, pour moi, c'était l'union dans l'adversité, en fait. Et je trouve que cette scène, en fait, elle résume un peu, c'est un peu le sentiment aussi du film pour moi, puisque c'est dans l'adversité que ces deux femmes, Cléo et sa patronne, que tout oppose à la base, s'unissent et finissent par se comprendre, en fait, et jusqu'à à la fin du film se rapprocher un peu plus. Puisque on voit à la fin du film quand même qu'elle l'emmène à la plage, enfin à la plage, oui, enfin à la plage, certes pour s'occuper des enfants, mais elle a des petits mots d'attention envers elle, ou elle la remercie quand elle l'aide, quand elle sauve ses enfants, elle lui dit qu'il l'aime vraiment. Voilà, donc la seule chose qui rapproche ces deux femmes, c'est donc le fait d'avoir été trahies, bafouées par des hommes. Sinon, à part ça, tout les oppose. Et voilà, cet homme qui chante, qu'on voit en train de chanter alors que c'est le chaos infernal tout autour, je trouve que ça décrit aussi un peu l'ambiance du film, puisque il y a beaucoup d'épreuves que ces deux femmes traversent tout au long du film, et pourtant il y a une espèce de calme, une espèce de sérénité qui traverse aussi tout ce film. Tout se fait un peu paisiblement. Donc voilà, je trouvais que ça résumait bien un petit peu l'ambiance du film. Merci beaucoup. Oui. On va passer au billet d'humeur de Léo. Compliqué de se taper un film noir et blanc de plus de 2 heures après une nuit blanche de déconfinement entre amis cinéphiles. La nuit blanche, n'est-ce pas le concept de cette nocturne parisienne où les musées sont ouverts et gratuits? Roma est un film Louvre, où je me perds dans ces grandes galeries de fresques sociales du Mexico des années 70. Tout est cadré au millimètre comme dans une expo de Cartier-Bresson. Tout est esthétique. Même le moindre défaut devient qualité. La merde d'un chien n'a jamais été aussi belle, on en mangerait presque. Le bordel des chambres de ces enfants bourgeois vaut tous les Picasso, jusqu'à la poussière qu'elle virevolte dans la lumière pour donner du grain à l'image. La répression policière devient poésie de Rimbaud, remake du Dormeur du Val. La fausse couche devient le dernier romantisme. Et puis le final. La bonne, Joconde, sauve de l'océan de leurs larmes les enfants inconsolables du divorce. La tête pleine, je tangue en sortant de ce film. Les bras de mes yeux encore avec elle, sur le radeau des femmes. Merci beaucoup. Bon, on passe à la toute dernière séquence, la note. Moi, j'ai deux petits bémols concernant le film. Donc, j'ai trouvé le film assez lent. Donc, il faut vraiment être éveillé, je pense, être en forme pour regarder ce type de film. C'est le premier truc. Il ne faut pas le regarder à 2 h du matin en rentrant d'une soirée. La deuxième chose, c'est que je trouve qu'encore, il tire sur les émotions, mais à boulet rouge. Et moi, l'histoire à la fin elle a perdu son gosse, elle va sauver les gosses des autres. Morale de l'histoire, elle est gentille. Hein. Tu vois, j'ai trouvé ça un peu léger, quoi. Et ça m'a saoulé juste cette petite morale. Voilà. Moi, c'était too much la dernière scène où elle va sauver tout le monde de l'eau. J'ai trouvé, c'était comme pour la rendre héros, vous voyez, pour la mettre sur un piédestal. Et je ne trouvais pas ça utile. Moi, on aurait pu enlever cette partie, quoi, largement. Ou sinon qu'il arrive un drame. Je suis pas d'accord avec toi. Ouais. Au contraire, on la met pas du tout sur un piédestal, puisqu'elle va sauver les enfants de cette femme, mais elle avoue à la fin quand même que déjà elle voulait pas de son enfant et que au final, enfin moi j'ai compris comme ça, quoi. Elle était plutôt contente de l'issue qu'il soit mort, quoi. Elle vient de sauver des enfants et en même temps elle dit en fait je voulais pas voilà, quoi. Elle avoue quand même qu'elle est soulagée. Moi c'est comme ça que je l'ai compris. Elle est soulagée qu'elle ait perdu son enfant, quoi. Et puis elle est soulagée de l'avoir dit aussi, je pense, à ce moment-là. Elle est soulagée de l'avoir dit. Et là, du coup, il y a quand même une... Oui, mais c'est la troisième fois. Moi, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord
avec Christophe. Et c'était aussi pour revenir sur ce que tu disais, Zaza, quand tu disais que elles se rapprochent, les deux femmes. Mais alors moi, j'ai pas mal lu, une des phrases qu'on lit, c'est le départ des deux hommes de leur vie, ça va les rapprocher. Mais moi, je trouve qu'elles se rapprochent jamais, en fait. Hein. Alors, elles se rapprochent rapprochent en tant que femmes, mais elles restent chacune dans leur caste, entre guillemets. Mais elles se comprennent. Enfin, l'une comprend les douleurs de l'autre, je pense quand même. Tu trouves pas? Moi, je trouve pas. Moi, je trouve qu'elles se regardent jamais. Elles se parlent jamais. Et ce sont deux vies en parallèle qui avancent. Et Cléa, c'est toujours la bonne. Et oui, elle reste dans c'est vrai qu'il lui rappelle tout le temps sa condition. Là, la scène, quand elle vient lui raconter qu'elle est enceinte, tétanisée, est-ce que j'ai le droit de. Limite, si elle lui demande la permission dans son regard de lui dire qu'elle va lui avouer quelque chose de gravissime. Quoi. Moi, je suis d'accord avec toi, Alimata, par rapport à ça. Moi, je n'ai jamais senti le moindre rapprochement entre elles. Voilà, mais en fait c'est là où je te rejoins pas. Parce que, effectivement, je suis complètement d'accord avec ton analyse. Il y a un sentiment de supériorité qui se dégage de l'image. Rien à dire. Ça met extrêmement mal à l'aise pendant tout le film, sauf vers la fin. Il y a deux scènes qui, moi, m'ont fait voir les choses différemment. C'est la scène où elle rentre bourrée, tu sais, elle casse sa voiture, elle la prend entre quatre yeux, parce que tu disais qu'elle ne se regarde pas. Effectivement, à ce moment-là, il y a un tournant. Elle perd définitivement son mari, et donc du coup, elle est toute seule. Et elle la prend entre quatre yeux, tu sais, je sais pas si tu vois cette scène où elles sont front contre front. Donc ça, je pense qu'il y a un tournant à ce moment-là. Et cette scène-là, la scène où ils sont tous sur la plage et ils sont tous ensemble. Moi, je l'ai trouvé ridicule. Non, mais d'accord. Non, mais attends. Hormis peut-être que c'était peut-être un peu naïf ou un petit peu, mais la symbolique, en tout cas, qu'on peut lire, c'est effectivement, elle se regarde encore à ce moment-là, et à ce moment-là, elle est plus comme la scène d'avant, debout, en train de manger sa glace, alors qu'ils sont tous les uns à côté des autres en famille. Il y a un basculement où elle rentre complètement dans la famille. Alors, je ne sais pas si c'est. Elle rentre dans la famille, mais toujours avec un rôle d'enfant. Mais là, à ce moment-là, on ne sait plus. Là, à ce moment-là, on ne sait plus. Mais c'est vrai que je trouve que le procédé est peut-être un petit peu, comme disait Christophe, un petit peu naïf, un petit peu le côté. Elle a gagné le droit, etc. Et ça reste quand même. Mais je pense qu'il y a une histoire. Il y a un tournant qui se joue à ce moment-là, quand même, à ce niveau-là, je pense. Ouais, moi j'ai. Mais c'est vrai Après, de toute façon, je trouve que c'est quand même idéalisé parce que Cléa, la relation qu'elle a avec sa patronne. Après, il n'y en a pas eu beaucoup des comme ça, je pense. Historiquement parlant, on est quand même, on est près de la colonisation. Enfin, on est quand même. C'est les restes de colonisation et on est complètement dedans. Moi, clairement, ça m'a fait penser aux bonnes du Sénégal. Hein. Oui, clairement, c'est ça. Complètement. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la bienveillance. En fait, elles vont donner de l'argent pour qu'elles aillent se soigner. Elles vont l'accompagner. Alors, franchement, ce que j'ai vu là, ça m'a fait penser à certaines scènes que j'ai vues. Elles vont accompagner la bonne à l'hôpital pour qu'elle se fasse soigner si elle a des problèmes. Elle la connaît même pas. Elle connaît même pas en fait. Elle ne sait même pas quand elle est née. Elle connaît pas sa famille. Oui. C'est-à-dire quoi qu'il n'y a pas pas une personne à part entière. Hein. Non. Il y a des déclarations. D'ailleurs, je crois qu'il y a un grand mouvement comme ça. De tous ces sans-papiers, entre guillemets, ou de ces sans. Ils n'ont pas de contrat de salariat, par exemple, ces gens-là. Sans identité. Et Quaron a voulu mettre en avant ça. Il a voulu dénoncer ces conditions de ces femmes qui vivaient comme ça. Alors pourquoi il a du coup, parce que je pense que c'est effectivement la faiblesse du film, cette fin, c'est le happy end. Finalement, parce que c'est un happy end. Parce que c'est souvenirs d'enfance qui sont magnifiés, je sais pas comment on dit, qui sont embellis, quoi. Mais pourquoi il a fait un happy end ? Parce que lui, il a idéalisé sa nounou avec ses yeux d'enfant. Il ne voyait pas la relation que sa mère avait. En tant qu'enfant, tu ne peux pas voir ça parce qu'elle était gentille. Mais du coup, je trouve qu'il l'a super bien mis en image. Ouais. Mais tu sais, il a dit qu'il s'inscrivait dans avec son regard d'enfant. Tu vois, dans le cinéma du néoréalisme italien. C'est pour ça, c'était clin d'œil en fait à Rome Ville ouverte ou au voleur de bicyclette. Il a dit c'est beaucoup influencé du néoréalisme italien. Et dans le néoréalisme italien, il n'y a pas des chutes comme ça
des belles chutes. Il y a toujours le mec au final, il se fait taper parce qu'il essaie de récupérer son vélo. L'autre, il meurt en essayant de récupérer à la fin par les chars allemands. Elle meurt dans les chars allemands. Alors que là, moi, je trouve que voilà, il a voulu. C'est un film à récompense. Il connaît, moi, je pense, un peu comme ce qu'on a étudié les autres fois dans d'autres films. Il sait ce qu'il faut, les ingrédients qu'il faut pour que ça marche au grand public. Moi, je pense qu'il y a de ça, quoi. Et vraiment. Parce que sinon, comme disait Olivier tout à l'heure, je pense qu'il aurait choisi une autre fin. Il aurait mérité. Ça fait bizarre, je trouve, parce que pendant tout le film, t'as quand même une dose c'est très critique pendant tout le film. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que pendant tout le film, on est sur une tension, on est sur voilà, qu'est-ce qui va lui arriver, etc. Et là, à la fin, c'est vrai qu'à la fin, on sort les violons, quoi. Tu vois, t'as le quatuor qui arrive, qui sort le violon, ils sont tous ensemble, c'est la famille. Et c'est vrai que c'est assez soudain. Alors que jusqu'à là, quand même, il y avait quand même du gras, quoi. Il y avait du grain. Et là, d'un coup, tout devient lisse, quoi. Tu vois, elle fait partie de la famille. Moi, je trouve que le film, il est assez enjolivé tout le long du film. Ah bon? Franchement, il y a quand même tous les malheurs du monde qui lui tombent dessus. Le Mornay, son mec qui n'assume pas du tout, mais alors vraiment d'une manière déjà. Voilà, je trouve que dans le cinéma. Non, mais il dénonce quand même la situation des travailleurs comme ça, quand même. Ouais, je trouve pas énormément. Attends, Vanessa, elle est 3 pieds sous terre. Elle descend à chaque fois. Enfin, moi, Ouais, mais elle est quand même soutenue par sa patronne. C'est pas si catastrophique que ça, quoi. Bah, attends, elle a un enfant mort-né. Elle a une relation sexuelle. Attends, je dis pas que sa vie fait rêver. Hein. C'est avec un mec qui est un assassin. Elle le déteste. Qui la braque et qui est sur le point de la tuer. Non, mais tu vois, même la patronne. C'est pour ça que quand j'ai dit Firmin le trouble fait, je trouve que c'est le seul élément du film, en fait, qui est réel. Ouais, voilà, qui montre la violence, enfin, qui est pas enjolivé, en fait, par rapport au reste, que je trouve assez doux, assez... Il est dur quand même avec sa petite famille, son mari. Attends, comment? Vous avez vu cette scène où il gambade avec sa maîtresse? Sa petite amie, là, ouais. Et il y a des petits, mais attends, c'était ton père? Mais non, c'est pas mon père. En plus, il y avait des travelling, je trouve ça magnifique. C'est bien tourné quand même, il est fort. Hein. Il y a trop de travelling quand même. Honnêtement, travelling et panoramique d'ailleurs. Ouais, ça donne un peu des torticolis en fait à force, parce qu'on dirait que le cadreur c'est un Dervish Turner et à un moment donné, on a le qui cisaille. Oui, il va à droite, après il revient à gauche. Dans la scène où elle éteint les lumières, il y a 48 mouvements de caméra. Ouais, c'est vrai. C'était technique. Donc, mais c'est ce qui fait la beauté du film aussi. Mais bon, c'est quand même un gros objet cinématographique avec des ficelles qui sont quand même très visibles. Ouais. Je ne sais pas si vous avez trouvé aussi, c'est par rapport à l'exemple de l'extrait de Zaza. C'est quand même un film où on est, comme je disais tout à l'heure, on est empreint de néoréalisme assez ancré dans la réalité, mais il y a quand même une espèce de magie on est un peu un peu extraordinaire. Voilà, il y a des surréalisme. La scène de l'incendie. C'est comme la scène où les extraterrestres, j'ai pas compris. Non, mais la scène avec le prof, là, où il n'y a que elle qui arrive à rester sur un pied, là, ou je sais pas quoi. Ouais, bah ça, c'est ridicule. Ouais. Pour tourner en ridicule. Non, mais c'est ça, c'est le petit moment détente un peu drôle. Ouais, mais il y a des moments comme ça. Mais vous pensez pas que c'est pour critiquer... Il y a des moments d'humour dans le film. Quand il monte le coach, là, qui est ridicule, là, habillé comme Superman, c'est pas pour critiquer le système? Si, c'est ça, oui. Ouais, parce que celui qui commente, c'est un Américain. Donc il y a une critique aussi envers les États-Unis colonisateurs. Ouais, on a viré, on a mis un Chinois. Et il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Voilà, ça ridiculise totalement. Vous avez remarqué le petit clin d'œil à la France dans le cinéma? Oui. Il y en a 2 clins d'œil. Ouais. La grande vadrouille. La grande vadrouille. La vadrouille et la Renault. Et il y a un moment donné, il y a. D'ailleurs, il part en grande vadrouille. C'est ça, c'était un beau symbole. Il y a une d'Odyssée de l'espace qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Ah, mais c'est ça que je disais, l'extrait. C'est le naufragé de l'espace. Bien sûr. Mais moi, je n'ai pas compris. C'est un clin d'œil à Gravity, je crois. Un clin d'œil à Gravity, ouais. Mais j'ai pas compris ce que vous avez dit. Mais pourquoi?
En fait, dans le film, tu as un moment où on est dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où tu as deux. Et c'est exactement la même chose. Il a tourné la même chose dans Gravity, en fait. Ah, c'est pas 2001, l'Odyssée de l'espace, hein, c'est les naufragés de l'espace. Le film. C'est un autre film. Voilà. Et en fait, c'est un film qu'ils vont voir au cinéma, en fait. Hein. C'est une scène dans une salle. Enfin, oui, c'est une scène. Mais c'est une scène qui rappelle complètement Gravity parce qu'ils sont, tu vois, ils sont en libre dans l'espace, quoi. Clairement. Ouais. En fait, il y a plein de clins d'œil de ces anciens films quand même. Il y a un thème récurrent déjà, c'est la naissance. Donc dans ces 3 derniers films, c'est ce qu'il a abordé. Je ne sais pas si vous avez vu Les Fils de l'Homme. Oui. Super film. Les Fils de l'Homme, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et où il y a un problème de naissance, etc. Dans Gravity, l'héroïne, vous l'avez vu, enfin je ne vais pas spoiler là. Donc elle perd son enfant au début aussi. Oui. On raconte ça. Donc en fait, tout ça, c'est pas fait au hasard. De toute façon, il n'a rien fait au hasard dans ses films. Et moi, je voulais revenir sur la scène, je rejoins Léo sur les détails, et je voulais revenir sur cette scène où on a tous dit oui, c'est vrai qu'au début, c'est lent et tout, mais en fait, c'est un rappel à la dernière scène de la mer. En fait, ça fait comme des vagues. Moi, c'est la première chose que je me suis dit. Je me dis, oh, on dirait la mer, on dirait des vagues, l'écume des vagues et tout. Et en fait, quand tu vois la dernière scène de la mer, en fait, ça fait ça se rejoint, le début et la fin. Et c'est là où je me dis, c'est pour ça que c'était aussi lent quand même. C'est que. Cette scène-là, elle m'a fait rêver parce qu'on est les yeux rivés sur le sol, et puis à un moment donné, on voit le ciel. Et puis derrière le ciel, on voit l'avion qui vraiment, elle est les yeux rivés sur le terrain et elle voyagera peut-être jamais de sa vie, tu vois. Peut-être. Alors il y a une histoire sur l'avion. Il a mis l'avion parce qu'en fait là où il tournait, toutes les 5 minutes il y avait un avion en fait. Et donc au bout d'un moment il l'a intégré dans le film. Et il en a marre. Après, il en a fait une interprétation, oui, parce que l'avion, voilà. Voilà, c'est ça, bien sûr, il fait pas. Non, mais c'est quand même un réalisateur, on voit qu'il ne fait rien au hasard. Oui, non, rien n'est fait au hasard. Il y a quand même 2 bouteilles de coca qui traînent aussi, ça, on sait très bien que ça a été. Le travail sur la lumière, la pellicule, elle est énorme. Est-ce que c'est le même? C'est la Betsy ou pas, tu sais, Olivier? C'est qui a fait la photo? Qui a fait la photo? Non? C'est un nouveau, c'est avec qui il travaille pour la première fois. Ouais. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais. Henri Cartier-Bresson. Bravo. Un point. Oui, donc il y a pas mal de choses à dire sur ce film-là, du coup. Ouais. Non, il était très intéressant. Ouais. Drôle, intéressant, enfin drôle. Il y a eu beaucoup d'Oscars. Hein. Il a quand même eu pas mal d'Oscars, ce film-là. Ouais. Il y en a eu 4, je crois, 3 ou 4, je ne sais plus. Ouais. Meilleur réalisateur, meilleur film, meilleure photo. Il a eu Lion d'Or surtout. Et Lion d'Or, Lion d'Or à Venise. Et en fait, il devait être à Cannes aussi. Et en fait, c'est au moment où Cannes a dit non, mais Netflix, c'est bon. Donc du coup, il est parti. Il a dit ok, bon, vous voulez pas à Cannes, bon, je vais à Venise, qui était quelques semaines après. Et paf. Vous avez vu le parallèle quand même c'est très symbolique. Il y a des symboles dans ce film-là. Quand il rentre la voiture, par exemple, c'est une femme qui rentre la voiture et un homme. C'est pas la même part. C'est pas pareil. Non, mais c'est surtout. Non, mais c'est pas ça. L'image féminine. Avec une clope au bec, le mec, il est fort. Elle apprend à conduire et c'est comme si. Moi, la scène de la voiture qui entre avec fracas, c'est comme si elle mettait fin. Elle faisait le deuil de sa relation. Oui. Elle finit par péter la voiture des 2 côtés. Et d'ailleurs, elle s'en moque, quoi. De toute façon, elle était moche, la voiture. Voilà, elle était très moche, la voiture, alors que l'autre, hyper précieux, etc. Après, et elle est moins... Après, je trouve qu'ils sont très réalistes sur la jante masculine, hein, quand même. Hein, ils sont un peu cassants avec les hommes. Cette scène où tu as il les a bien garnis, les hommes. Parce que là, on parlait de la steak, qui est la classe inférieure, la femme qui est la classe supérieure. Mais l'homme, quand il rentre, c'est juste, il a ses cigarettes, on le voit pas son visage, t'as les pleins phares, c'est le cow-boy. Encore une fois, la place de la femme, moi je trouve qu'elle n'est pas. Tout le monde l'attend. Attends, toute la famille l'attend. Et là, c'est l'homme, il est à un étage. L'homme, il surnage, les années 70. Non, mais à un moment donné, quand il regarde un film tous en famille, il parle même pas, elle lui dit. C'est pour ça que moi je la trouve hyper violente, Sophia.
Elle dit à Cléa, tu peux aller faire le thé de monsieur alors qu'elle est en train de regarder le film. Donc vraiment, elle peut pas. Bah, c'est pour bien lui rappeler sa condition, quoi. Bah, voilà, Oui, oui, Voilà. oui. Reste Alima- pas assise avec nous, fais quelque chose, quoi. Va lui faire Alimata, son thé. Enfin, Alimata, juste un point, est-ce que c'est Cléa ou c'est Cléo? Parce que tu dis Cléa depuis tout à l'heure. C'est Cléo. Théo. c'est Cléo. Cléo, Cléo. pardon. Oui, Ouais, oui, il va falloir recommencer toutes les séquences. Merci Ali. Ah, C'est plus joli, Cléa. Allez, sur ces bonnes paroles, on va passer à. Je voulais finir sur un dicton. Que le film invente un nouveau dicton. C'est, tu sais, on dit normalement marcher dans la merde du pied gauche, ça porte bonheur. Là, c'est rouler dans la merde de la roue droite porte malheur.